Les lieux de travail peuvent être dangereux, et parfois, ces dangers conduisent à des fins tragiques qui changent des vies à jamais. Cette vidéo examine 5 autres décès parmi les plus choquants survenus sur le lieu de travail, des histoires réelles de personnes confrontées à des accidents mortels alors qu'elles faisaient simplement leur travail, souvent de manière inattendue. C'était une matinée humide à Camden, dans le New Jersey, le 8 juillet 2009. L'odeur du chocolat flottait dans l'air à l'extérieur de l'usine de Coco Services Inc. Vincent Smith, un travailleur temporaire de 29 ans, était en poste depuis 2 semaines. Ce jour-là, sa tâche consistait à alimenter un réservoir de 8 pieds de profondeur avec des morceaux de chocolat brut où le chocolat fondait à 120 degrés Fahrenheit. Ce chocolat serait ensuite utilisé dans les produits Hershey. Malheureusement, Vincent ne terminerait pas son service. Vincent travaillait sur une plateforme au-dessus du réservoir, y déversant le chocolat. La plateforme n'était pas conçue pour la sécurité. Elle n'avait pas de garde-corps et était recouverte de carton, devenu glissant à cause du chocolat éparpillé. Les travailleurs n'avaient pas de harnais de sécurité, ce qui rendait la situation encore plus risquée. Vers 10h30, Vincent glissa et tomba dans le réservoir. Les témoins le virent perdre pied sur la surface instable. Ses collègues tentèrent immédiatement de l'aider, mais la conception de l'usine rendait le sauvetage difficile. L'interrupteur d'arrêt d'urgence de la machine était situé loin de la plateforme, au bas d'un escalier. À l'intérieur du réservoir, de grandes lames mécaniques mélangèrent le chocolat. Lorsque Vincent tomba, l'une des lames le frappa, lui infligeant des blessures mortelles. Ses collègues essayèrent de le sortir, et l'un d'eux courut pour éteindre la machine. Cependant, le temps nécessaire pour arrêter l'équipement et la chaleur du chocolat rendirent impossible de le sauver. Vincent resta coincé dans le réservoir pendant près de 10 minutes. Lorsque les secours arrivèrent, il était déjà décédé. Les pompiers retirèrent tôt son corps du réservoir tandis que les travailleurs et les secouristes restaient sous le choc. L'usine, autrefois animée, était devenue silencieuse. Un collègue visiblement bouleversé déclara plus tard aux journalistes qu'il avait fait tout son possible pour sauver Vincent. À l'extérieur de l'usine, le père et la tante de Vincent attendèrent des réponses. Sa tante se demanda pourquoi il ne portait pas de harnais de sécurité, affirmant que cela aurait pu lui sauver la vie. L'usine ferma ses portes pour la journée suite à l'incident. Les enquêteurs de l'Occupational Safety and Health Administration, OSHA, inspectèrent le site et découvrirent de graves violations de sécurité. Celles-ci incluaient le besoin de garde-corps sur la plateforme et le mauvais placement de l'interrupteur d'arrêt d'urgence. L'enquête révéla un lieu de travail qui négligeait les mesures de sécurité de base au profit de la production. Les parents de Vincent intentèrent un procès pour décès par négligence contre Coco Services, la société de gestion Lyons & Sons, et d'autres parties impliquées. Le procès listait 32 problèmes de sécurité, notamment une mauvaise conception, un manque de formation adéquate et l'absence de respect des protocoles de sécurité. Une enquête plus approfondie révéla que l'usine fonctionnait sans licence valide et n'avait pas été correctement inspectée. Les plateformes étaient instables, les machines n'étaient pas protégées et les surfaces glissantes étaient courantes. La mort de Vincent n'était pas le premier incident de ce genre. En 2002, un accident similaire s'était produit lorsqu'un travailleur était tombé dans un réservoir de chocolat dans une autre usine. Ces cas mettaient en lumière des problèmes généralisés de sécurité au travail. Sa tante déclara qu'il voulait simplement s'assurer que cela ne se reproduirait pas. Leur procès visait à obtenir une compensation et à faire évoluer les normes de sécurité pour prévenir de futures tragédies. La mort de Vincent est un rappel des dangers auxquels les travailleurs sont confrontés lorsque la sécurité n'est pas une priorité. Elle souligne la nécessité de règles plus strictes et de meilleures protections pour garantir que les travailleurs puissent faire leur travail sans risquer leur vie. C'était le 19 mai 2021 à Liverpool, en Angleterre. David Bottomley, 53 ans, et son fils de 17 ans, Clayton, travaillaient sur l'Unity Building, une structure de 27 étages dans le centre-ville. David, un poseur d'isolation expérimenté, était sous-traité par AII Selby depuis près de 2 ans. Suivant les traces de son père, Clayton était en apprentissage depuis 6 mois. Connus pour leurs liens étroits, ils étaient décrits par leurs amis et leurs familles comme inséparables. Cet après-midi-là, David et Clayton installaient un bardage extérieur sur une plateforme élévatrice au 21e étage. La plateforme, conçue pour accéder à des zones élevées, semblait sûre. Mais vers 15h30, les choses prirent une tournure tragique. Des témoins rapportèrent des signes de problème avant l'incident. Depuis un bâtiment voisin, Thomas Blanchfield remarqua que la plateforme se comportait étrangement. Le côté droit s'affaissa légèrement, suivi d'un cliquetis, décrit comme ressemblant à celui d'un roller coaster avant une descente.
David et Clayton semblèrent se préparer alors que la plateforme émettait 4 à 6 clics avant de tomber soudainement. Blanchfield compara le son de la descente à celui d'une roue de Catherine ou d'une tyrolienne. D'autres décrivirent avoir entendu le crash terrifiant. Shani Tatton, qui vivait dans l'immeuble, déclara que le bruit était inoubliable, quelque chose tombant à grande vitesse suivi d'un impact. La plateforme chuta de 14 étages, s'écrasant sur le toit du 7e étage. L'impact fut ressenti dans toute la zone, laissant les témoins sous le choc. Les services d'urgence arrivèrent rapidement. Ils trouvèrent l'épave et les 2 hommes sur le toit. David avait subi de graves blessures et fut déclaré mort sur place. Clayton, bien que grièvement blessé, était en vie mais inconscient. Il fut transporté d'urgence à l'unité de soins intensifs de l'hôpital d'Entry où les médecins déterminèrent que ses blessures étaient irrécupérables. Le 23 mai 2021, après 4 jours sous respirateur artificiel, Clayton décéda, laissant sa famille et sa communauté dans le chagrin. Les enquêtes commencèrent rapidement pour déterminer la cause de l'effondrement. Les témoins sur place pointèrent du doigt une défaillance du système de freinage de la plateforme qui avait permis à celle-ci de tomber de manière incontrôlée. Un examen détaillé confirma que les arbres de pignon dans les boîtes de vitesse s'étaient usés, provoquant la déconnexion des freins. Une autre défaillance dans un arbre secondaire aggrava le problème, rendant la plateforme incapable de supporter la charge. Le Health and Safety Executive, HSE, lança une enquête officielle, demandant aux gestionnaires du site, aux fournisseurs d'équipements et aux spécialistes de témoigner. Les représentants d'Adastra Access, le fournisseur de la plateforme, et de Nordgear Ltd, le fabricant de la boîte de vitesse, furent interrogés. Les conclusions révélèrent des lacunes dans la maintenance et les inspections, soulevant des inquiétudes quant à la supervision et aux protocoles de sécurité. La tragédie affecta profondément la ville natale des Bottomley Castleford. Les hommages affluèrent de la part d'amis, de la famille et des collègues. Le Castleford Academy, où Clayton avait été étudiant, exprima ses condoléances, le décrivant comme un athlète talentueux et une inspiration pour ses pairs. Rick Brown du Lock Lane ARLFC, où Clayton jouait au rugby, le décrivit comme un joueur déterminé qui donnait toujours le meilleur de lui-même. Il déclara que la mort de Clayton avait eu un impact sur l'équipe, le club et la communauté. David fut rappelé comme un travailleur compétent et dévoué qui partageait un lien spécial avec son fils. Les collègues se souvinrent de leur travail d'équipe et de la manière dont leur connexion était évidente pour tous ceux qui les entouraient. L'enquête sur l'incident souleva des questions critiques sur la responsabilité. L'accident aurait-il pu être évité? Y avait-il des signes de défaillance de l'équipement qui étaient passés inaperçus? Plus important encore, qui était responsable? Les opérateurs du chantier, Lang O'Rourke, furent scrutés pour leur rôle dans la sécurité des sous-traitants. La tragédie met en lumière des problèmes de sécurité plus larges dans l'industrie de la construction, où les défaillances d'équipement restent un risque majeur. C'était le 20 juin 2024 à Brembio, un village tranquille de la province de Lodi, en Italie. La vie dans cette communauté agricole suivait un rythme régulier. Et pour Pierpaolo Bodini, 18 ans, la journée commença comme une autre. Jeune et plein de vie, Pierpaolo travaillait à la ferme Bassanetti depuis 10 mois. L'agriculture n'était pas seulement son travail, c'était sa passion. Il adorait travailler avec les machines et était fier de son rôle. Ce matin-là, Pierpaolo arrive tôt pour son service. Sa tâche consistait en une maintenance de routine sur un semoir attaché à un tracteur, avec un collègue de 20 ans pour l'assister. Le semoir était une grande machine conçue pour planter des graines de manière efficace dans les champs. Alors que Pierpaolo était au sol pour nettoyer l'équipement, la tragédie frappa. Vers 10 heures, une goupille mécanique céda, provoquant l'effondrement d'une des lourdes ailes du semoir. Elle frappa Pierpaolo à la tête, le tuant sur le coup. L'accident se produisit si rapidement que Pierpaolo n'eut aucune chance de réagir. Son collègue, témoin de la scène horrifiante, s'évanouit sous le choc. Les services d'urgence, y compris les équipes médicales, les pompiers et les techniciens de sécurité au travail, arrivèrent rapidement, mais ils ne purent rien faire pour le sauver. La nouvelle de la mort de Pierpaolo se répandit rapidement à Brembio, laissant la communauté soudée sous le choc. Pierpaolo était un jeune homme joyeux et travailleur qui adorait son travail. Ses réseaux sociaux étaient remplis de publications montrant son enthousiasme pour l'agriculture et les tracteurs, reflétant son dévouement et sa passion. En apprenant la nouvelle, la famille de Pierpaolo, qui vivait à proximité, se précipita sur les lieux. Sa mère, Monica, était effondrée. À travers ses larmes, elle parla de son amour profond pour l'agriculture et déclara que Pierpaolo était mort en faisant ce qu'il aimait. Ce sentiment doux amer résonna avec tous ceux qui le connaissaient. Le maire du village, Oriana Guidotti,
se rendit également sur place et déclara un jour de deuil pour honorer la mémoire de Pierpaolo. Elle déclara que perdre quelqu'un d'aussi jeune, plein de potentiel, était dévastateur. La tragédie unit la communauté dans le chagrin et poussa les autorités locales à agir immédiatement. Le bureau du procureur public de Lodi enquêta pour déterminer si l'accident était dû à une négligence ou à un équipement défectueux. Le semoir fut saisi pour analyse et des experts en sécurité examinèrent la machine pour détecter d'éventuels défauts. Les autorités examinèrent également les documents d'emploi de Pierpaolo pour confirmer que les protocoles et les mesures de sécurité appropriées étaient en place. Cet incident n'était pas isolé. Les représentants syndicaux soulignèrent qu'il s'agissait du deuxième accident mortel sur le lieu de travail à Lodi en un seul mois. Alessandro Serioli, un leader syndical local, appela à des mesures de sécurité plus strictes, soulignant que la croissance économique rapide ne devrait pas se faire au détriment de la protection des travailleurs. La sécurité doit être une priorité, en particulier dans les industries à haut risque comme l'agriculture. Les funérailles de Pierpaolo eurent lieu le 22 juin 2024 à Borghetto Lodigiano, la ville natale de sa mère. L'église était remplie d'amis, de familles et de collègues, tous en deuil de la perte d'un jeune homme brillant. La mère de Pierpaolo, son père Leandro, sa sœur Giulia, son grand-père Sandro et sa tante Carla partagèrent des souvenirs touchants de sa gentillesse, de son énergie et de son amour pour l'agriculture. Sa tante Gigliola le décrivit comme l'un des chanceux qui trouvèrent de la joie dans leur travail. Bien que la tragédie ait été considérée comme un accident imprévisible, elle souleva des questions sur la sécurité au travail dans l'agriculture. Les enquêteurs examinèrent si la goupille défaillante avait montré des signes d'usure ou si les protocoles de maintenance étaient adéquats. La mère de Pierpaolo insista sur le fait que personne n'était à blâmer, qualifiant l'accident de malchance inévitable. Cependant, d'autres dans la communauté se demandèrent si des contrôles de sécurité plus stricts auraient pu éviter une telle perte. Son amour pour la terre et son dévouement à son travail laissèrent une impression durable sur sa famille, ses amis et tout le village de Brembio. La mort de Pierpaolo est un triste rappel des risques auxquels sont confrontés les travailleurs dans des emplois exigeants comme l'agriculture. La perte de quelqu'un d'aussi jeune et passionné a suscité des conversations sur l'amélioration des mesures de sécurité pour protéger les travailleurs dans des environnements dangereux. C'était un lundi matin apparemment ordinaire, le 11 novembre 2024 à Rockwood, une petite ville rurale de Victoria en Australie. Le projet de parc éolien de Golden Plains, qui visait à être le plus grand de l'hémisphère sud, était en pleine effervescence. Parmi les travailleurs se trouvait Jess Patience, un technicien d'installation qualifié de 36 ans, connu pour son caractère facile à vivre et son empressement à aider les autres. Ce matin-là, Jess préparait une pale d'éolienne massive pour l'installation. Ces pales, essentielles pour les éoliennes imposantes, nécessitaient une manipulation minutieuse pour garantir la sécurité. Mais vers 8 heures, la tragédie frappa. L'une des lourdes pales, pesant plusieurs tonnes, se détacha soudainement de son support. Le chaos éclata lorsqu'elle tomba, écrasant Jess sous son poids immense. Les services d'urgence arrivèrent rapidement, mais malgré leurs efforts, les blessures de Jess étaient trop graves. Il fut déclaré mort sur place. Son décès marqua le 38e décès sur le lieu de travail en Victoria cette année-là et laissa tout le chantier sous le choc. Les photos de l'après-coup montrèrent la pale d'éolienne étendue au sol, sa taille éclipsant l'équipement environnant. Ce qui avait été un site d'énergie et d'ambition était maintenant silencieux, assombri par le chagrin et le besoin de réponse. Jess était bien plus qu'un simple employé du projet, il était un ami, un mentor et un membre aimé de la communauté. Ses amis et collègues se souvinrent de lui comme d'un homme gentil et patient, toujours prêt à enseigner et à partager un rire. Elliot Sawkins, un collègue et ami proche, partagea un hommage émouvant en ligne, décrivant Jess comme l'une des personnes les plus authentiques qu'il ait jamais rencontrées. Elliot écrivit que Jess l'avait pris sous son aile et lui avait tant appris. Il mentionna que Jess était toujours enthousiaste à l'idée de discuter de ses aventures au Canada ou de la vie dans les montagnes. Sa perte, déclara Elliot, était dévastatrice. La femme de Jess fut laissée dans le deuil, sa vie changeait à jamais. Le couple avait des projets et des rêves pour leur avenir qui furent brutalement anéantis. En réponse à la tragédie, le projet de parc éolien de Golden Plains fut suspendu indéfiniment. Vestas, l'entreprise supervisant la construction, annonça une enquête pour déterminer ce qui avait mal tourné. Danny Nielsen, responsable des opérations de Vestas pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, exprima les condoléances de l'entreprise et souligna leur engagement envers la sécurité.
Nielsen déclara que la sécurité était leur priorité absolue. Il mentionna qu'il travaillait avec les autorités locales, y compris WorkSafe Victoria, pour déterminer la cause de la tragédie et s'assurer qu'elle ne se reproduirait plus jamais. WorkSafe Victoria lança une enquête approfondie avec des experts examinant le site. Les rapports suggérèrent que la pale n'avait pas été correctement sécurisée pendant la préparation. Des questions surgirent quant au respect des protocoles de sécurité et à la possibilité que l'accident ait pu être évité. L'Australian Workers Union, AWU, intervint également, exprimant des inquiétudes de longue date concernant les conditions de sécurité sur le site. Ronnie Hayden, secrétaire d'État de l'AWU pour Victoria, révéla que les délégués syndicaux avaient précédemment averti Vestas des risques liés à une supervision inadéquate et à l'utilisation de sous-traitants pour des tâches à haut risque. Hayden déclara que la tragédie aurait pu être évitée. Il nota que quelques semaines auparavant, ils avaient tiré la sonnette d'alarme concernant des pratiques dangereuses. Il insista sur le fait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une autre statistique, c'était une vie perdue inutilement. Dans le sillage de la mort de Jess, le soutien afflua de toute la communauté. Une campagne GoFundMe fut lancée pour aider sa femme et couvrir les frais funéraires. L'objectif initial de 15 000 $ australiens fut rapidement dépassé, les dons dépassant 112 000 $ en quelques jours. Un donateur anonyme contribua à hauteur de 25 000 $ australiens, montrant la compassion de la communauté. L'organisateur de la campagne écrivit qu'ils étaient effondrés par la perte. Il ajouta que chaque contribution, grande ou petite, aidait la famille de Jess pendant cette période incroyablement difficile. Les amis, la famille et les collègues continuèrent à partager des hommages, honorant Jess pour ses compétences professionnelles et sa personnalité chaleureuse et attentionnée. Bien que sa vie ait été tragiquement écourtée, l'afflux d'amour et de soutien reflétait l'impact profond qu'il avait eu sur ceux qui l'entouraient. C'était le 6 août 2024 à Prentice, dans le Mississippi, une petite ville à environ 60 miles au sud-est de Jackson. Les conséquences de la tempête tropicale Debby pesaient lourdement sur la région. La tempête avait dévasté la côte de Big Bend en Floride, laissant de nombreuses pannes de courant dans plusieurs États. Parmi les nombreux travailleurs des services publics qui rétablissaient l'électricité se trouvait Jayton Allen Stalut, un jeune homme dévoué de 20 ans au cœur plein de compassion. Jayton travaillait comme ouvrier des services publics sous contrat pour Exo, une entreprise énergétique. Son travail consistait à inspecter et à réparer les poteaux électriques endommagés. Une tâche essentielle mais non sans risque, surtout après une tempête. Ce jour-là, lui et son équipe étaient assignés à Ray Street Apprentice. Alors qu'il inspectait un poteau électrique, ce qui aurait dû être une tâche routinière se transforma en une tragédie dévastatrice. Vers midi, Jayton grimpa au poteau pour l'inspection. Selon le département de police de Prentice, il entra accidentellement en contact avec un fil électrique sous tension. Le courant électrique fut immédiat et écrasant. Les témoins décrivirent le moment comme choquant, suivi d'une action urgente d'un collègue qui appela rapidement le 911 et effectua une RCP. Les secours arrivèrent rapidement et transportèrent Jayton à un hôpital voisin. Malgré les efforts intensifs, il succomba à ses blessures. Le coroner du comté de Jefferson, Dedra M. Johnson, confirma que la cause du décès était une électrocution, classant l'incident comme un accident. Pour ceux qui le connaissaient, Jayton était bien plus que son travail. Né le 2 septembre 2003 à Hendersonville, dans le Tennessee, il était le fils de Kevin et Tara Stalut. L'enfance de Jayton était remplie d'un amour pour la nature et d'un esprit aventureux naturel. En 2018, sa famille déménagea à Checotah en Oklahoma, où il obtint son diplôme d'études secondaires en 2022. Les réalisations de Jayton étaient impressionnantes. Il était un Eagle Scout avec 7 palmes. Des médailles supplémentaires au-delà du rang d'Eagle, montrant son dévouement et sa persévérance. Il adorait la pêche, la chasse et les jeux vidéo. Ses amis et sa famille se souvinrent de son sourire contagieux et de sa capacité à illuminer n'importe quelle pièce. Le 10 juin 2023, Jayton épousa Erin Clark, l'amour de sa vie. Leur mariage à l'église Brush Hill Baptiste fut rempli de bonheur, entouré de leurs proches. Dans leur courte vie commune, Jayton et Erin partagèrent des rêves et construisirent une vie remplie d'amour. L'avis de décès de Jayton dépeignit une vie vécue avec un but et une gentillesse. Il était décrit comme quelqu'un qui adorait la cuisine chinoise, en particulier les sushis et les œufs farcis. Il chérissait les animaux et aimait passer du temps avec sa famille. Il était connu pour accepter les gens tels qu'ils étaient et toujours se concentrer sur le côté positif de la vie. Son décès eut un impact profond sur la communauté de Prentice et au-delà. Les amis, la famille et les collègues partagèrent leurs chagrins et leurs souvenirs de lui. Un ami le décrivit comme quelqu'un qui pouvait faire sourire n'importe qui.
notant que Jayton acceptait tout le monde pour ce qu'ils étaient, même s'il les connaissait à peine. Un autre ami partagea comment il adorait l'aventure et apportait de la joie à ceux qui l'entouraient. Les funérailles de Jayton furent remplies de proches venus honorer sa mémoire. Une campagne GoFundMe fut lancée pour aider Erin et ses parents à couvrir les frais funéraires et fournir un soutien pendant cette période difficile. La tempête qui précéda cette tragédie, la tempête tropicale Debby, causa des destructions généralisées, inondant les rues et laissant d'innombrables foyers sans électricité. Dans la précipitation pour résoudre ces problèmes, la vie de Jayton fut tragiquement écourtée. La mort tragique de Jayton met en lumière les risques auxquels sont confrontés les travailleurs des services publics, en particulier pendant la récupération après une tempête. Les poteaux électriques, les fils sous tension et les équipements instables créent des conditions dangereuses, mais ces travailleurs continuent à avancer pour rétablir la normalité dans les communautés dans le besoin. À seulement 20 ans, Jayton avait un avenir prometteur, une vie remplie d'amour, de rêves et de possibilités. Sa perte est un rappel déchirant de la fragilité de la vie, laissant un vide qui ne pourra jamais être comblé.